Bonjour à tous, ici Léonard Colros de l'Institut Elsa à Dietikon en Suisse. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir y participer. Donc le thème aujourd'hui de ma présentation, c'est le screening et le diagnostic du kératocone. Donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, je vais déjà vous faire une petite introduction. Ensuite, je vais parler des différents moyens diagnostiques que nous avons à disposition. Donc, que ce soit de la lampe à fente, la correction des lunettes, la topo et la tomographie, la biomécanique et finalement les tests génétiques. Donc, comme introduction, je voulais juste vous parler de la prévalence en quelque sorte du kératocone. Savoir que le kératocone, si on fait une petite recherche dans la littérature, on va voir que c'est une maladie relativement rare, car l'article que l'on va trouver qui a été le plus cité dans ce domaine, c'est un article qui est relativement vieux, qui a été publié en 1986. C'est l'article de Kennedy. Et en soi, c'est un article vraiment très grand. C'est une recherche très grande qui a eu lieu pendant 48 ans. Mais si on regarde un petit peu les dates, on va voir que ça a été fait entre 1935 et 1982. Donc autant dire qu'à cette époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens diagnostiques que nous avons actuellement. Les moyens qu'ils avaient, c'était les mires de l'ophtalmomètre et la scascopie, que l'on peut voir sur la petite vidéo de droite. Si on regarde un petit peu dans le passé, qu'est-ce qui était disponible, on peut voir que le disque de Placido, bien sûr, l'idée est relativement vieille, de 1880, mais les premières machines automatisées sont vraiment arrivées très récemment. Donc, quand on regarde la prévalence de l'étude de Kennedy, on peut voir que les technologies n'étaient pas encore autant développées que ce que nous avons actuellement. C'est pourquoi, dernièrement, il y a plusieurs groupes de recherche qui ont voulu évaluer quelle était la prévalence actuelle du kératocone et on peut voir que les prévalences diffèrent vraiment beaucoup d'une étude à l'autre. La plus grande prévalence qui a été trouvée a été faite par le groupe du professeur Afesi et Emilio Torres, qui était proche de 5%, donc une personne sur 20. Donc on peut voir que c'est vraiment énormément plus que le résultat de l'étude de Kennedy. Ici encore, sur ce tableau, ce qu'on peut voir, c'est que les prévalences diffèrent même si elles ont utilisé les mêmes technologies. Donc ça veut dire que selon les endroits du globe où ces recherches ont été faites, les prévalences sont différentes. Et là, il y a encore des recherches qui sont nécessaires dans ce domaine pour savoir pourquoi il y a ces différences. Peut-être est-ce qu'une question d'allergie, dans des endroits du globe, il y a plus de personnes avec des allergies oculaires et peut-être plus de frottement oculaire. Ça peut être dû à une raison génétique également. Donc ça, c'est des recherches qui doivent être encore faites par le futur. En soi, après, si on regarde la définition du kératocone, donc il n'y a pas de définition vraiment claire et facile du kératocone, mais dernièrement, donc dans les années en 2010 et 2015, il y a eu un consensus avec des experts justement qui se sont réunis, des experts qui venaient du monde entier, des experts justement dans ce qu'est dans le kératocone et l'ectasie cornéenne. Et puis, ils viennent à vraiment des accords en soi. C'est que pour diagnostiquer une ectasie cornéenne, il ne faut pas seulement regarder la surface antérieure de la cornée, mais également la surface postérieure. Il faut aussi regarder la distribution de la pachymétrie. Et en soi, il faut regarder si c'est inflammatoire ou non inflammatoire. Et puis bien sûr, toutes ces valeurs, elles vont différer selon le type d'appareil qu'on utilise. Ensuite, maintenant, je vais vous parler un petit peu des moyens diagnostiques qu'on a à disposition. Donc, que ce soit la lampe à fente dans un premier temps, ensuite la correction des lunettes, la topo et la tomographie biomécanique et les tests génétiques. Donc, si on regarde la lampe à fente, bien sûr, à la lampe à fente, quand le kératocone il est relativement avancé, on peut avoir des stries de Vogt, comme on peut voir sur l'image ici. Il y a aussi l'anneau de Fleischer, il y a le signe de Munson que l'on peut voir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir à la lampe à fonte. Bien sûr, c'est seulement quand le kératocone il est déjà relativement avancé. Donc nous, le but, c'est essayer de diagnostiquer le kératocone le plus tôt possible afin d'éviter d'avoir une perte d'acuité visuelle. Et comment se faire? Alors, si on regarde la correction en lunettes, ça, c'est un cas typique d'une personne qui vient avec une correction très légère, qui est quasiment hémétrope, juste un léger astigmatisme en 2011, qui revient 4 ans plus tard, en 2015,
Ici, on peut voir que l'astigmatisme a déjà légèrement bougé et après qu'il revient encore une année plus tard et on voit ici l'astigmatisme est vraiment pas normal. Donc là, ce qu'il faut qu'on regarde, déjà dans un premier temps, les dates, hein, on peut voir l'évolution, c'est très important. Et puis dans un second temps, bien sûr, l'astigmatisme, surtout de son œil gauche, ici. Donc on voit que l'astigmatisme, il est passé de moins 0,25 à moins 1. Ici, il peut y avoir encore des légers changements. Si la personne a par exemple un œil très sec, c'est possible qu'on ait des changements de ce genre, de 0,25, 0,50, même 0,75. Par contre, de passer de moins 1 à moins 3 en une année, c'est quelque chose vraiment pas normal. Et là, il faut aller chercher un petit peu plus loin, voir qu'est-ce qui est le problème. Dans ce cas-là, on peut voir aussi que le patient a toujours une acuité visuelle très bonne. Donc, dans un premier temps, quand un kératocone est débutant, il est possible que l'acuité visuelle reste encore relativement bonne, surtout quand la pupille est assez petite. Ici, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la sphère. On a toujours pensé que le kératocone était lié à une myopie. Mais ça, c'est pas vraiment le cas, parce que ça va dépendre en fait de la position du kératocone. Si le cône il est décentré en dehors de la zone pupillaire, il est possible que les rayons supérieurs au kératocone qui se trouvent dans la zone pupillaire soient un petit peu plus plats, ce qui arrive souvent dans un cas de kératocone. Et dans ce cas-là, le patient peut être hémétrope, enfin avoir une sphère en tout cas qui est de 0 ou bien même être légèrement hypermétrope. Par contre, pratiquement dans tous les kératocones, ça c'est une règle qui est presque valable à chaque fois. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y aura toujours un astigmatisme cornéen, enfin un astigmatisme dans la correction des lunettes. Maintenant, si on regarde la topo et la tomographie, donc il y a deux principes qui existent, hein, deux des principaux méthodes de mesure, donc que ce soit les disques de Placido ou les systèmes Scheimpflug. Donc la différence, le Placido, on sait que c'est une image, justement, on prend une image de ces disques de la cornée, donc on va prendre une photo de la cornée, du reflet de la cornée, tandis que Scheimpflug, c'est une caméra qui va faire une rotation de 360 degrés et prendre jusqu'à 138 000 valeurs. Donc, pour la mesure des disques de Placido, on voit que le centre, il est tout le temps extrapolé, puisqu'une image d'un point, ça ne peut être qu'un point. C'est pour ça que le centre, il sera toujours extrapolé. Ici, on peut avoir une zone qui va de 8 à 9 mm maximum, et on n'a que la surface antérieure de la cornée, que les données de la surface antérieure de la cornée. Comme j'ai dit avant, on prend une image du reflet que donne la cornée. Donc en fait, le film de l'arbre va avoir une grande influence sur la qualité de l'image dans ce cas-là. Alors que dans la mesure Scheimpflug, on voit qu'on peut avoir des données qui vont du limbe au limbe et on a non seulement la surface antérieure, donc les données de la surface antérieure, mais également les données de la surface postérieure et avec ça la pachymétrie et on a aussi la valeur de la chambre antérieure, donc la profondeur de la chambre antérieure qui nous donne également des valeurs. Ensuite, quand on prend une topographie ou une tomographie, là, je vais juste vous faire un petit peu que vous fassiez attention. C'est juste pour vous montrer si on a deux cas de cornée irrégulière. Donc, sur le cas de gauche, on peut penser, oui, ok, la cornée elle est légèrement irrégulière. Sur la partie droite, on va penser directement, ouais, ici, il s'agit clairement d'un kératocone, puisque nos yeux, ils sont directement attirés par cette map en couleur. Bien sûr, on l'a tous appris, il ne faudrait pas se focaliser sur cette map en couleur, mais c'est quelque chose que l'on fait tous de façon automatique. Nos yeux, ils vont directement aller et puis déjà faire un premier diagnostic ou en tout cas une première évaluation. Dans ce cas-là, ces deux cornées sont exactement les mêmes, c'est juste que l'échelle a été faite différente pour l'une et pour l'autre. C'est pour ça que je vous conseillerais de toujours faire bien attention et puis de bien régler vos appareils pour les mesures de la topo et de la tomographie. Donc ici sur la partie de gauche, ça a été une valeur mise avec une échelle vraiment grossière, alors que sur la partie de droite, c'est une échelle très fine. Moi, personnellement, je préfère toujours laisser l'échelle sous normale et puis ça va s'adapter en fonction de la tomographie, de la topographie. Enfin, ça va s'adapter en fonction de la cornée. Maintenant, bien sûr, quand on prend une mesure, il peut arriver parfois qu'un kératocone soit clair et net, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin parce qu'on voit que les rayons sont vraiment très serrés, surtout dans la surface
antérieure et dans la partie inférieure, qu'il y a une différence entre les rayons inférieurs et rayons supérieurs. Et dans ce cas-là, le diagnostic, il est vraiment très facile à faire. Parfois, c'est un petit peu plus difficile à savoir, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un kératocone ou pas. Et puis dans ce cas-là, il faudra aller voir la surface postérieure également. Ici, quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, il va dire le kératocone, ici, il est vraiment clair et net, il n'y a pas besoin d'aller regarder sur la face postérieure, mais quelqu'un qui a un petit peu dans le doute, il va dire, OK, je vais aller regarder la surface postérieure. Et dans ce cas-là, on voit que la surface postérieure, il y a une élévation qui est vraiment très importante. La surface postérieure, elle se trouve ici en bas à droite et on peut voir qu'il y a deux valeurs qui sont données sous la partie Elevation Back. Donc il y a le BFS, c'est la Best Fit Sphere qui est ici de 6,17 et ensuite le diamètre qui est de 8. Un diamètre de 8, c'est quelque chose vraiment de standard. Ça, c'est quelque chose qu'on peut régler dans chaque tomographe et qu'il est important de régler parce que c'est une règle de base en soi. Et puis en soi, il arrive aussi parfois des cas où on a une surface antérieure qui est complètement normale et une surface postérieure, du coup, qui est un petit peu irrégulière, mais on n'est pas vraiment sûr. Et dans ce cas-là, il est parfois difficile de pouvoir vraiment dire est-ce qu'il s'agit d'un kératocone ou pas. Donc encore une fois, si on n'avait qu'une topographie, ici, on ne pouvait pas le diagnostiquer, on ne pouvait pas le voir, puisque la surface antérieure est complètement normale. Par contre, la surface postérieure, on voit qu'il y a une légère irrégularité, mais on n'est pas encore très sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la possibilité, en tout cas dans la Pentacam, de pouvoir utiliser le bad display. Le bad display, c'est en fait une façon d'analyser qui va nous aider à diagnostiquer s'il s'agit vraiment d'une ectasie ou pas. Et puis ce bad display, il est séparé ici en différentes parties. Donc on a la partie de gauche où il y a l'élévation antérieure et l'élévation postérieure, la partie droite où il y a des données sur la pachymétrie, et ensuite à droite en bas avec différentes valeurs. Donc je vais vous parler un petit peu de de ces différentes maps. Donc dans un premier temps, on va regarder cette partie-là, donc l'élévation antérieure et l'élévation postérieure. Donc quand je vous parle de la Best Fit Sphere, c'est en fait le programme, il va regarder sur une zone, donc un diamètre de 8 mm, comme j'ai dit avant, quelle est la sphère qui correspond au mieux aux données, aux rayons cornéens des 8 mm centraux. Puis ça va nous donner justement un rayon de courbure qu'on a vu avant, il était par exemple de 6,17. Et après, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever une zone de 3,5 mm de diamètre qui est centrée sur le point le plus fin de la cornée. Donc si on regarde ici la map, une zone de 3,5 mm est complètement enlevée et le programme va avoir une New Reference Shape. Donc il va redonner en fait une sphère de référence, mais par contre pour ces nouvelles données, donc en excluant vraiment les données les plus extrêmes. Puis comme ça, on aura deux valeurs différentes. On aura la Best Fit Sphere et puis la New Reference Shape. Qu'est-ce qui va nous faire le programme? Donc ici, on peut voir, dans un cas de kératocone, on le voit ici très facilement que la Best Fit Sphere et la New Reference Shape, elles sont vraiment très différentes. Ça se voit à l'œil nu que sur la partie de gauche, eh ben, le rayon il est beaucoup plus bombé, alors que sur la partie de droite, eh ben, le rayon il est beaucoup plus plat. Dans une cornée normale, les différences, elles seront vraiment très minimes. C'est normal qu'il y ait quand même de légères différences, mais c'est encore dans les normes. Et puis, ben, ici, c'est justement ce que va nous donner le programme. Donc, la partie du haut, sur la gauche, on a l'élévation antérieure, sur la droite, on a l'élévation postérieure. Et chaque étage correspond à la même chose en soi. Donc, au début, on a la Best Fit Sphere. On voit que, par exemple, pour l'élévation antérieure, la Best Fit Sphere, elle est de 7,53 mm. Et puis, la deuxième partie, ben, c'est cette New Reference Shape, justement. Dans le cas de l'élévation antérieure, elle n'a pas beaucoup changé puisqu'elle est à 7,56. Par contre, sur l'élévation postérieure, il y a une différence un petit peu plus importante puisqu'elle est passée de 6,23 à 6,42. Puis finalement, l'étage du bas qui arrive ici, eh ben, c'est la différence. La différence l'une moins l'autre.
ça nous permet de vraiment voir s'il y a des valeurs qui sont pathologiques ou bien à la limite, en jaune, ou bien est-ce que c'est complètement normal. Cette façon d'analyser, elle est vraiment bien puisqu'il a justement une sensibilité et une spécificité de 98%. Donc ça nous aide vraiment énormément pour le diagnostic d'une ectasie ou d'une irrégularité cornéenne, que ce soit sur la face antérieure ou sur la face postérieure. Ensuite, le bas de display, il y a la deuxième partie qui est consacrée à la pachymétrie. Donc, il y aura différentes mesures sur la pachymétrie, notamment sur la distribution de la pachymétrie, le point le plus fin et la localisation du point le plus fin. Donc, ici, on peut voir et on voit qu'en bas, il y a différentes mesures qui sont données. Donc, dans un premier temps, on a l'élévation antérieure qui nous est donnée par une seule valeur, voir si elle est pathologique, normale ou entre les deux. L'élévation postérieure qu'on analysait avant. Et en soi, il nous donne ensuite trois données en relation avec la pachymétrie. Donc déjà, la progression de la pachymétrie entre le point le plus fin et l'extrémité. Le point le plus fin en lui seul, donc est-ce que la pachymétrie elle est plutôt épaisse ou elle est plutôt fine, et après le déplacement du point le plus fin. Ça, c'est aussi une valeur très importante, puisque dans la plupart des cas, le point le plus fin dans un kératocone, il sera décentré inférieur temporal, mais pas toujours. Il peut y arriver d'avoir des kératocones centraux, et dans le point le plus fin, donc la pachymétrie la plus fine, reste relativement au centre. Et dans ce cas-là, cette valeur, elle peut être tout à fait normale, alors que les autres sont anormales. Et finalement, on peut voir la valeur D, la valeur D, donc c'est vraiment la valeur totale qui va nous dire est-ce qu'il s'agit plutôt d'une ectasie ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une cornée normale. Après, ici, je vous parlais justement de ce display. Il est très important puisqu'il va nous servir de base pour le grading skill, le nouveau grading skill, donc la nouvelle classification du kératocone dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc ça, je passe juste parce qu'on a déjà vu, j'étais revenu en arrière. Là, c'est les différentes valeurs. Maintenant, la classification, justement. Si on regarde les classifications qui ont été utilisées pour le kératocone, la classification qui a été utilisée encore, qui est encore de nos jours très utilisée, mais dernièrement il y en a eu une nouvelle, c'est la classification de Amsler et Krummeyer. Cette classification, elle est très bonne, mais si on regarde, elle date de 1947. Donc c'est une classification qui est vraiment très vieille. Quand on voit toutes les améliorations technologiques qui ont été faites dernièrement avec l'arrivée des appareils automatisés, on peut comprendre que cette classification ne soit plus vraiment adaptée pour diagnostiquer ou en tout cas pour classifier le kératocone. Cette classification, je vous la montre, elle est bien sûr en 4 stades. Donc, si on regarde, on va parler des rayons K, mais de la surface antérieure. Le grade 1, le stage 1, il est aussi question de la myopie et de l'astigmatisme. Encore une fois, un kératocone n'est pas forcément associé à de la myopie. Et après, à partir du grade 2, on va parler d'absence de cicatrice et le grade 4 avec une cicatrice centrale. Et on parle également de la pachymétrie. Par contre, on voit très bien que sur cette classification, il manque un point important, et le point important, c'est la surface postérieure de la cornée, qui n'est pas mentionnée ici. C'est pourquoi, dernièrement, il y a une nouvelle classification qui a été mise en place, justement par le même groupe d'experts qu'on a vu avant, et c'est Berlin et Ambrosio qui se sont occupés, et c'est la classification ABCD. Chaque lettre correspond en soi à un paramètre. Donc le paramètre A, c'est la surface antérieure, donc c'est vraiment une zone de 3 mm centrée sur le point le plus fin de la cornée et on prend de cette zone le rayon de courbure moyen. Le paramètre B, c'est exactement la même chose, mais pour la surface postérieure. Le paramètre C, c'est la pachymétrie la plus fine. Et le paramètre D, c'est l'acuité visuelle corrigée à distance. Mais ici, attention, c'est l'acuité visuelle corrigée en correction sphérocylindrique, donc correction de lunettes, pas en correction de lentille de contact.
Et ça nous permet justement d'avoir une classification un petit peu plus correcte d'un kératocone. Et chaque valeur peut avoir sa propre classification en soi. On va voir ici le schéma, la classification. Donc on voit que ça passe de grade 0, donc normal, au grade 4. Et puis il est possible pour un kératocone qu'on ait le A qui soit 1, que le B soit 3, le C soit 2 et le D soit 1 également. Parce que la valeur D, par exemple, l'acuité visuelle, bien sûr, elle va dépendre du stade du kératocone, mais elle va pas vraiment dépendre du point le plus fin. La pachymétrie n'aura pas un lien important avec l'acuité visuelle. Et l'acuité visuelle, par contre, va avoir un lien important avec la taille de la pupille du patient. Donc, un patient plus jeune avec une pupille plus importante aura vraisemblablement une acuité plus réduite qu'une personne plus âgée avec avec une pupille plus petite et un kératocone de même stade. C'est pour ça que chaque valeur peut vraiment avoir sa propre classification. Ensuite, si on va encore plus loin, il existe de nos jours des OCT qui nous permettent d'avoir des maps de l'épithélium. Donc, c'est des OCT qui nous donnent des mesures qui nous donnent des mesures vraiment avec une qualité d'image très importante. Ici, on arrive à voir à l'œil nu l'épaisseur de l'épithélium. On peut même mettre l'épithélium également à plat. Et puis, ces appareils nous permettent d'avoir une map épithéliale. Donc la map épithéliale, à quoi ça nous sert? Ça va nous servir à diagnostiquer le kératocone encore plus tôt. Ici, par exemple, c'est un cas d'un kératocone débutant chez un jeune patient. On peut voir, si on regarde en haut à gauche, que la surface antérieure, elle est déjà légèrement irrégulière. Donc là, on peut déjà diagnostiquer le kératocone en fonction de la surface antérieure. Par contre, si on regarde la map épithéliale en bas à droite, ici, on voit que l'épithélium essaye de compenser cette irrégularité. Donc, sans cet épithélium, en fait, l'irrégularité serait encore plus importante que ce qu'elle est ici. On voit que clairement, là où il y a l'irrégularité, donc là où il y a le cône, eh ben, l'épithélium a essayé de diminuer en taille pour compenser cette irrégularité cornéenne. Et dans les cas vraiment précoces, on peut voir ceci, donc une différence dans la map épithéliale avant d'avoir une différence au niveau de la surface antérieure de la cornée. Et ça nous permet de diagnostiquer le kératocone encore plus tôt. Après, ben, on a la possibilité de mesurer la biomécanique de la cornée. Donc la biomécanique de la cornée, il existe différents appareils. L'appareil que nous utilisons nous personnellement en clinique, c'est le Corvis. En fait, le Corvis, c'est un appareil qui va envoyer un jet d'air sur la cornée et en même temps prendre des images avec un système Scheimpflug vraiment de haute fréquence. Mais si on parle un petit peu de la biomécanique, elle va dépendre de quoi? Dans un premier temps, bien sûr, elle va dépendre de l'épaisseur, puisque plus une cornée est importante, plus elle sera rigide, donc plus elle aura une biomécanique importante, mais pas seulement. Ça va aussi dépendre des liens croisés qu'il y a à l'intérieur de la cornée, donc des crosslinks. Les crosslinks en soi, ils sont vraiment très importants pour la biomécanique et la stabilité du tissu. Ils sont vraiment naturels dans notre corps et puis ils vont augmenter avec l'âge. En soi, on peut expliquer ça, ces liens croisés, c'est comme si on regarde la tour Eiffel. Puis la tour Eiffel, il y a plein de branchements entre les axes plus importants, entre les axes centraux. Et sans ces branchements, sans ces liens qu'il y aurait, eh ben, la tour Eiffel ne pourrait pas tenir. C'est exactement la même chose dans la cornée. Plus on a de crosslinks, plus la cornée sera rigide et moins on en a, plus la cornée sera en soi souple. Et puis, plus il y aura de risques de développer une irrégularité, une ectasie cornéenne. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de la biomécanique, on sait que le stroma antérieur, il a un effet beaucoup plus important pour la biomécanique que le stroma intermédiaire et le stroma postérieur. Donc ça, c'était juste pour vous montrer de toujours avoir bien cette idée en tête quand on fait de la chirurgie réfractive. On le voit ici encore que la densité, en fait, des branchements, elle est plus importante dans la
dans le stroma antérieur que dans le stroma postérieur. Donc maintenant, ici, on peut voir la biomécanique, donc comment une cornée normale et une cornée atteinte de kératocone va réagir face à cette pression. Donc malheureusement, les vidéos ne fonctionnent pas, donc je vais le faire comme ça. On va voir ici que la cornée va s'aplanir. On le voit très bien ici. Normalement, c'est une vidéo, hein, c'est moi qui l'a fait passer, mais on voit que la déformation, elle va environ à cette hauteur. Et quand on regarde le cas du kératocone, on voit que le kératocone va se déformer beaucoup plus, en tout cas, et également, il va mettre plus de temps, la cornée va mettre plus de temps pour revenir à son état normal. Donc, quand on regarde ici les différences, on voit que la cornée atteinte de kératocone a vraiment est vraiment beaucoup plus molle en quelque sorte, donc elle va beaucoup plus s'indenter que la cornée normale. Ici, on a aussi la possibilité de regarder les différences entre la même cornée, hein, par exemple suite à un cross-linking, à un traitement, voir si le traitement il a été efficace ou pas. Donc ici, je vais vous montrer encore une fois, on va voir les deux valeurs sur la petite vidéo centrale. On va voir une fois la mesure en bleu et la mesure en rouge. Donc on voit que la mesure en bleu, elle se déforme beaucoup plus que celle en rouge. Dans ce cas-là, c'était avant l'opération, avant un crosslinking, c'était celle en bleu, et après le crosslinking, c'était alors en rouge. Si on regarde un petit peu plus près, on le voit encore une fois ici. Je suis désolé, les vidéos ne fonctionnent pas. Je vais encore une fois passer manuellement, mais on peut voir que la partie en bleu, elle se déforme vraiment beaucoup plus que la deuxième partie qui est en rouge. Et là, la cornée, elle revient aussi après plus de temps. Maintenant, également, on peut combiner la tomographie et la biomécanique. Donc ça, c'est encore des données supplémentaires qui vont nous donner pour diagnostiquer le kératocone. Et ça, ça fonctionne. Nous, on utilise la Pentacam et le Corvis en combinaison des deux et ça nous donne des valeurs justement. C'est le CBI que ça nous donne, le CBI. Et c'est une valeur qui va nous dire est-ce que la cornée elle serait plutôt pathologique ou plutôt normale également. Puisqu'il peut arriver parfois que la tomographie soit plutôt entre deux, qu'on ne soit pas vraiment sûr. La biomécanique, elle nous dit non, c'est plutôt pathologique. Et si on les met les deux ensemble, eh ben, le CBI, il va nous dire non, cette cornée est en fait normale. Donc ça, c'est vraiment des données supplémentaires, encore une fois, pour diagnostiquer un kératocone. Après, il existe des tests génétiques, hein, ça c'est un test qui existe, donc qui va nous dire si on a plus de risques ou moins de risques de développer un kératocone, si on a les gènes ou pas. Ça a été accessible aux États-Unis en fin 2019, début 2020. Donc ça, je pense que ça va peut-être arriver encore un petit peu plus dans les prochaines années, mais encore pas mal de développement à faire, puisque ça nous donne ici si on est à risque ou pas, mais je pense pas qu'on va pouvoir diagnostiquer directement un kératocone en faisant ces tests génétiques. Donc voilà, donc une fois qu'on a le diagnostic, c'est beau de l'avoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Donc une fois qu'on a le diagnostic du kératocone, il faut voir après combien de temps on veut revoir le patient. Donc ça va dépendre un petit peu des différents facteurs de risque du patient. Est-ce qu'il s'agit d'une personne jeune, donc d'un enfant, bien d'adolescent? Est-ce que la personne est plutôt âgée? Donc ça, c'est un petit peu à nous de juger. Là, c'était un jeune patient chez qui on a dit, OK, on voudrait le revoir dans un mois, donc dans 4 semaines, pour voir l'évolution de son kératocone. Le patient, malheureusement, il est venu que 3 mois plus tard et on a une aggravation, donc vraiment une cornée qui est devenue vraiment bien pire en seulement 3 mois. Donc c'est parfois important de faire un petit peu des suivis plus courts que trop longs. Donc moi, en soi, ce que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est que le kératocone, il devrait être diagnostiqué le plus tôt possible pour pouvoir avoir un traitement rapide et pour pouvoir éviter d'avoir une perte de l'acuité visuelle. Bien sûr, quand on parle de kératocone, on sait que l'acuité visuelle peut être améliorée avec des lentilles de contact, avec des lentilles de contact rigides, donc des lentilles de contact spéciales ou avec des lentilles de contact sclérales également. Mais si on arrive à éviter de devoir utiliser ces lentilles, c'est aussi beaucoup mieux pour le patient. Si le patient arrive à vivre avec des lentilles souples ou avec une correction en lunettes, il sera beaucoup plus content et beaucoup plus libre dans sa vie de tous les jours. Donc c'est pour moi
très important de diagnostiquer le kératocone aussi vite que possible pour pouvoir avoir un bon traitement et un bon suivi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je remercie encore une fois les organisateurs pour l'invitation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à me contacter par la suite. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.